Bonjour, comme promis dans la vidéo précédente, nous allons maintenant nous intéresser au champ d'induction magnétique produit par un fil rectiligne parcouru par un courant I et nous allons chercher ce champ magnétique à un point M placé à une distance R de ce fil. Alors pour cela je me base sur ce schéma et je vais tout de suite rappeler la loi de Biot-Savart qui dit que le champ d'induction magnétique dû à une particule infiniment petite c'est égal à mu0 sur 4pi fois I fois le produit vectoriel entre dl et le vecteur unitaire u sur la distance qui sépare l'objet dl du point M, c'est-à-dire ici la distance que je vais appeler Pm au carré. Alors, le produit vectoriel qui est là, c'est bien entre le produit de dl qui est ici et le vecteur unitaire u qui est ici. Alors, dès lors, on peut mesurer l'angle qui est formé ici entre dl et u, et qui va valoir, vu le triangle rectangle que l'on a ici, pi moins pi demi moins phi, c'est-à-dire pi demi moins phi. À savoir aussi que l'élément que je vais appeler ici, du point qui relie le point M projeté sur le fil et le point P ici, je vais appeler cette longueur L. On va maintenant s'intéresser au produit vectoriel de dl et de u. Alors je vais faire dl produit vectoriel u, et je sais qu'un produit vectoriel, c'est le produit des normes, dl, multiplié par le sinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Donc ici, c'est pi demi moins phi. Alors, la valeur de la longueur de dl, je vais l'appeler simplement dl. U, je sais que c'est un vecteur unitaire, donc il vaut 1. Et le sinus de pi demi moins un angle, ça donne le cosinus de cet angle. Donc je vais pouvoir transformer ici et écrire dl fois le cosinus de phi. On va pouvoir dès lors réécrire ici l'expression de dB et écrire que ça vaut mu0 sur 4pi fois i sur pm carré multiplié par dl multiplié par le cosinus de phi. Je vais maintenant m'intéresser au triangle rectangle formé dans la figure ici, donc entre PM et le point ici en vert, et m'intéresser aux différents cas qui existent, et donc au SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le K et le TOA. Alors, je vois que le cosinus de l'angle phi, il vaut ce qu'on appelle le côté adjacent, c'est-à-dire ici R, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse du triangle, c'est PM. De là, je vais pouvoir tirer que la distance PM, c'est égal à R sur le cosinus phi. La deuxième partie qui m'intéresse, c'est la tangente. Et je sais que la tangente de phi, l'angle ici, c'est le côté opposé, donc c'est le côté que j'ai appelé ici L, sur le côté adjacent, c'est-à-dire R. Et donc, que la longueur L, c'est égal à R fois la tangente de phi. Alors on voit déjà des choses intéressantes arriver ici. PM, on l'a, il faudra juste l'élever au carré ici. Et alors, nous, dans notre formule ici, on n'a pas L, mais bien dl. Or, si on sait que L vaut R fois tangente de phi, dès lors, on peut dériver ça et dire que dl, si je dérive d'un côté, je dois dériver de l'autre, alors R n'est pas dérivé. La tangente de phi, la dérivée d'une tangente, c'est 1 sur cos carré de phi, et il reste encore l'opérateur de différenciation, d phi. Alors on va remettre un petit peu d'ordre dans cette équation. J'ai toujours dB, mu0 sur 4pi, ça n'a pas changé. I n'a pas changé. Par contre, PM carré est devenu R carré sur cos phi au carré. DL est devenu R sur cos phi au carré. Cos carré phi, c'est la même chose.
Et il me reste encore d phi et cosinus phi. Alors on voit des choses sympas arriver. Ici, les cosinus carrés vont s'en aller. Ici, le carré va partir avec le r qui est ici. Et je vais donc arriver à une expression plus ou moins finale de dB. Et je vais pouvoir écrire que dB, c'est mu0 sur 4pi fois i sur r fois le cosinus phi fois l'opérateur d phi. Alors on voit déjà où est-ce que je vais en venir, puisque maintenant je vais chercher la valeur de B, le champ d'induction magnétique. Et donc, ben, si je veux chercher B, je vais devoir calculer l'intégrale de dB, et donc l'intégrale de ce terme-ci. Or, mu0 sur 4pi fois i sur r ne dépend pas de phi. Le seul terme qui dépend de phi ici, c'est le cosinus phi. Donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. Maintenant, il faut s'intéresser aux bornes. Alors ici, pas vraiment besoin, puisque je vais intégrer sur l'entièreté des dB pour avoir B. Mais ici, c'est intéressant d'aller voir comment je vais borner cosinus phi. Alors, il faut pour ça retourner sur l'image qui est ici. Et donc, je pars du point M ici. Et je veux aller mesurer finalement tout, sur toute la longueur ici d'un fil infini. Donc, ici, j'ai phi. Ok. Et quand le point P ici va monter, l'angle va s'ouvrir. De telle manière que phi va augmenter. Quand P sera ici, phi aura encore augmenté. Et quand P sera parti à l'infini, l'angle phi ici sera complètement ouvert, comme ceci, et donc il vaudra plus pi demi. Évidemment, bah, si pour partir à plus l'infini, il doit être en plus pi demi, pour partir à moins l'infini, il doit s'ouvrir jusque moins pi demi. Ici, pour aller à moins l'infini. Et donc, bah, les bornes de l'intégrale, ça va être donné par moins pi demi jusque plus pi demi, de façon à ce que l'angle phi s'ouvre complètement et que l'on puisse travailler sur l'entièreté du fil rectiligne. Alors, bon, là c'est des maths pures, hein, ok, mais en gros, l'intégrale du cosinus phi, ça va donner sinus de phi, compris entre moins pi demi et plus pi demi. Ce qui va donc me donner le sinus de pi demi moins le sinus de moins pi demi. Alors si je regarde ça sur un magnifique cercle trigonométrique, le sinus de pi demi, il est là. Je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Il est là, et il vaut donc 1. Et le sinus de moins pi demi, il est là, et il vaut moins 1. Or, j'ai bien 1 moins moins 1, qui va me donner 2. Donc ici, je pourrais écrire que B, c'est mu0 sur 4pi fois i sur r, multiplié par 2. Alors là, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Il suffit d'enlever le 2 et le 4 qui sont là, et écrire que finalement, la valeur du champ d'induction magnétique, B, c'est égal à mu0 sur 2pi fois i sur r. Là, on a la valeur du champ. Alors si maintenant on veut déterminer non pas la valeur, mais le vecteur champ, eh bien, on va prendre sa norme multipliée par le vecteur unitaire qu'il caractérise. Et donc le vecteur unitaire qu'il caractérise, ici, on voit que c'est Uθ, puisque dB est orienté dans ce sens-ci par la règle de la main, le fameux FBI. Et donc, je vais définir le vecteur unitaire orientation de dB comme étant ce que j'ai appelé ici Uθ. Et donc, finalement, si la norme de B, c'est mu0 sur 2pi fois i sur r, eh bien le vecteur B, il va être caractérisé par mu0 sur 2pi fois i sur r, multiplié par le vecteur unitaire Uθ, qui donne son orientation. Voilà, tout ça n'était pas dans les notes, mais c'est pour votre connaissance, et de toute façon, c'est à pouvoir maîtriser pour l'examen. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt!